Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui je voudrais faire une vidéo sur comment quelque part réussir à calmer, parce qu'en fait on va voir qu'on va pas vraiment pouvoir supprimer les blessures de Lise Bourbeau, mais plutôt s'en occuper en fait avec tendresse. Et comment justement on peut utiliser l'outil de la CNV à ces fins-là en fait, parce que comme je l'expliquais un petit peu pour la méditation, finalement la CNV c'est aussi qu'un outil. Alors déjà ce qu'il va falloir voir c'est quelles sont les qualités qu'on va développer quand on va utiliser l'outil de la CNV. Donc la CNV on voit c'est vraiment ces 4 étapes dont parlait Marshall Rosenberg, l'observation sans jugement des faits, donc on s'attache à des faits. Ensuite on va aller regarder ce qu'on ressent, on va rattacher notre émotion à un besoin. Et après, on va faire une demande. Donc ça, c'est les 4 étapes de la CNV quand ils sont mis au service de la communication à l'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est que Marshall Rosenberg, il aurait voulu appeler la communication non violente la communication compatissante. Parce que finalement, la communication non violente, elle peut vraiment être mise au service du fait de susciter la compassion en nous, de manière naturelle en fait. Alors qu'est-ce qu'on appelle cette compassion ? Et là je vais faire justement une différence entre pour bien voir de quoi on parle en fait, parce qu'en fait on utilise des mots différents chacun pour parler de choses bien précises, et du coup c'est important déjà de voir ce qu'on appelle l'empathie et la compassion, même si ça a l'air de rien avoir à faire entre eux. En fait on va voir que l'un va dépendre de l'autre en fait, et c'est assez intéressant de regarder ça. Qu'est-ce que c'est que cette compassion ? C'est ce que j'expliquais un peu dans les autres vidéos, c'est une sorte d'élan qui part du cœur quand on est confronté à la souffrance d'autrui et qu'on a envie naturellement d'aller soulager les souffrances de cette personne. En fait, c'est ça, la compassion. L'empathie, c'est une capacité qu'on a, une capacité, c'est ce que j'expliquais un petit peu quand je parlais des neurones miroirs, une capacité à comprendre, à se mettre à la place d'autrui quand il ressent quelque chose en fait. Alors donc le psychologue Daniel Batson, ça j'ai pris ça dans un texte qu'a écrit Mathieu Ricard, que je vais mettre en description en dessous, en lien. Donc c'est un psychologue qui a vu qu'il y avait 8 modalités d'empathie en fait qui nous permettaient quelque part de nous mettre à la place de l'autre. Mais que toutes ces modalités n'allaient pas forcément déclencher cet élan qui vient du cœur, et qui va faire qu'on a envie quelque part naturellement de contribuer au bien-être de l'autre. Okay. Donc la première modalité, ça va être simplement d'être conscient de l'état intérieur de l'autre. Donc c'est pas parce qu'on est conscient de son état qu'on a forcément cet élan qui vient. Ensuite, il y a cette idée d'empathie qui va être une contagion émotionnelle. Ça, c'est ce que j'avais un peu expliqué dans ce qu'on appelait les neurones miroirs, justement. C'est qu'on est comme contaminé. On se retrouve s'il y a quelqu'un en colère, on va se retrouver en même temps en colère, en même temps que lui. Ensuite, il y a ce qu'il appelait la résonance émotionnelle, c'est-à-dire qu'on rentre en résonance simplement parce que on comprend, on arrive à voir de manière approximative finalement ce que l'autre est en train de ressentir. Ensuite, on peut aussi avoir une autre empathie qui est le fait de réussir à se projeter de manière assez intuitive dans la situation de l'autre, et on va de cette manière-là comprendre ce qu'il vit en fait. Ensuite, on peut aussi réussir de manière plus profonde à se projeter si on connaît bien la personne avec ses valeurs, et du coup de comprendre mieux ce qu'elle vit en fonction de ses propres valeurs à elle, à cette personne. Ensuite, il y a une autre modalité qui va être le fait justement de regarder nous avec notre propre valeur et de réussir à avoir cette empathie avec la personne, parce qu'avec notre propre valeur à nous, on aurait vécu la chose d'une certaine manière aussi, et du coup on rentre en résonance comme ça, à partir de nos valeurs à nous. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la détresse empathique. Là, c'est vraiment quand on est dans cette résonance quelque part, pas dans cette résonance, justement dans cette contagion émotionnelle qui fait que là, on voit que c'est vraiment quelque chose qui va même nous empêcher d'avoir cet élan du cœur, parce qu'on va avoir envie de partir, parce qu'on est en train de souffrir en même temps que l'autre en fait. Et on a cet 8e aspect de modalité d'empathie, qui est cette capacité qu'on a à se relier à l'autre à partir de ses besoins. À partir du moment où on comprend les besoins de la personne, on arrive à rentrer en résonance comme ça avec elle. Et ce qui était intéressant dans ce texte de Mathieu Ricard, c'est qu'il disait que la seule modalité d'empathie qui était capable de déclencher une compassion authentique, c'était celle justement qui était reliée à cette capacité à se relier aux besoins de la personne en fait. Donc
en regardant ça, en fait, c'est là qu'on voit que la CNV, elle a vraiment tout son sens dans cette histoire de compassion. Et pourquoi, justement, Marshall Rosenberg aurait voulu qu'elle s'appelle la communication compatissante. Quand on regarde la CNV, ça a vraiment cette capacité de susciter en nous une envie, cet élan en fait naturel de vouloir contribuer pour l'autre ou contribuer pour nous-mêmes, même à partir du moment où on est conscient de nos besoins. Donc ça, c'est intéressant de regarder ça comme ça. Parce que quand on souffre d'une blessure, quand une blessure s'ouvre, en fait, dans ces blessures de Lise Bourbeau dont on parlait, l'abandon, la trahison, et nous, de manière un petit peu automatique, on va aller chercher des solutions à l'extérieur de nous-mêmes, en fait. Par exemple, quand on souffre d'abandon, c'est-à-dire qu'on a ce sentiment d'angoisse, de solitude, le premier réflexe qu'on va avoir, c'est de chercher à tout prix, par exemple, à trouver quelqu'un, un compagnon, à vouloir se mettre en couple absolument et tout ça, parce que par peur de cette solitude, par exemple, on va chercher à avoir l'attention, c'est ce que j'expliquais dans les vidéos précédentes, on va chercher absolument à avoir le regard des autres sur nous et tout, pour essayer de faire descendre cette angoisse en fait qui est liée au fait d'avoir l'impression de se retrouver tout seul. Quand on a la blessure de trahison qui se réveille, pareil, on va être dans cette extériorité, c'est-à-dire d'avoir envie d'aller contrôler les choses extérieures pour se rassurer quelque part. Alors que il va falloir bien comprendre, et ça on a vraiment du mal à se relier à ça, que les blessures, elles sont vraiment en lien avec nous-mêmes. J'ai même eu des commentaires en fait de dire, par exemple, une personne qui disait oui mais là par exemple dans cette situation je suis effectivement trahie, la personne m'a menti et compagnie. Alors qu'en fait, Lise Bourbeau, elle parlait vraiment d'une différence qu'on pouvait faire entre une situation effective, par exemple de mensonge, ou dans la vie de tous les jours on pourrait appeler ça une sorte de trahison, mais elle ne parlait pas de ça, cette trahison effective, elle parlait vraiment de ce vécu intérieur d'une situation de mensonge, par exemple, qui va devenir pour nous une espèce de trahison, quelque chose d'insupportable qui va nous faire porter un masque, qu'elle appelle elle, le masque du contrôlant. Donc en fait, il faut vraiment faire la différence entre la situation effective et le fait que comment on la vit, en fait, ça nous appartient à nous-mêmes, à l'intérieur de nous, et les autres, quelque part, ne sont pas responsables de ça. En quoi la CNV, elle est intéressante dans cet outil-là qui va créer une sorte d'entraînement de l'esprit, en fait, ça va être justement de reprendre intégralement la responsabilité de nos besoins et de nos émotions, en fait. À partir du moment où on a une émotion qui s'élève, c'est parce qu'il y a un besoin derrière, en fait, un besoin qui nous appartient et qui n'est pas le même pour tout le monde. Et en plus, qui va varier suivant les moments. Okay ? Donc, ça, c'est vraiment compliqué de se dire que ce n'est pas les autres qui vont créer notre émotionnel, que ce n'est pas des situations extérieures qui vont créer notre émotionnel, mais c'est vraiment nos besoins du moment. Donc ça, on peut vraiment l'expliquer, par exemple, moi je ne sais pas, quand j'arrive dans une classe, si j'ai un besoin de calme, du coup, je vais considérer, par exemple, certains élèves comme pénibles ce jour-là, je vais les juger comme ça, alors que le lendemain, si je n'ai pas un besoin de calme, ces mêmes élèves ne vont pas du tout être jugés par moi comme quelqu'un de pénible. Et donc on voit bien que mes jugements, que mes émotions du moment, mon agacement du moment, il va vraiment être en fonction de mon besoin du moment. Aussi bien le lendemain, si je suis plutôt d'humeur joyeuse et compagnie, je vais m'amuser avec eux et tout ça, et je ne vais pas du tout avoir le même rapport. Donc là, c'est vraiment intéressant de regarder ça pour se dire vraiment, tiens, je vais vraiment essayer d'intégrer en moi que mes émotions, elles m'appartiennent, parce qu'elles sont issues de mes besoins du moment. Finalement, je vais voir les situations à travers le filtre de mes émotions du moment et qui sont en lien avec mes besoins. Et quelque part, pour les blessures, c'est la même chose. En fait, c'est quelque chose qui m'appartient complètement. Ce qui se passe à l'extérieur, en fait, n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'en fait, ce qui se passe à l'intérieur va agir comme un filtre pour me montrer le monde extérieur, en fait. Par exemple, quand on est dans une blessure d'abandon ou de trahison, on va avoir des besoins vraiment d'écoute, des besoins de reconnaissance des autres qui vont être très forts, des besoins de sécurité, des besoins d'être considérés. On va avoir tout un tas de besoins comme ça qui sont là et qui vont être en demande vis-à-vis de l'extérieur. Alors on peut passer notre vie comme ça à essayer d'aller chercher à l'extérieur cette sécurité. On peut passer notre vie à essayer de fuir cette solitude en s'entourant de gens. Mais en fait ça ne va pas marcher. Parce qu'en fait, c'est vraiment issu d'un vide intérieur, quand on parle de cette blessure d'abandon et de trahison. Parce que d'où vient ce vide, justement, c'est parce qu'on est sans arrêt en train de s'abandonner nous-mêmes.
Comment on s'abandonne nous-mêmes quand on est dans cette blessure d'abandon et de trahison? Justement, quand j'en parlais dans les vidéos qui décrivaient ces blessures-là, on est vraiment dans cette énergie yang qui est dirigée vers l'extérieur, qui passe sa vie à regarder les autres à l'extérieur et du coup qui passe sa vie à s'abandonner elle-même, c'est-à-dire à ne pas se donner l'attention, la considération, à ne pas se donner la sécurité, la confiance, l'amour dont elle a besoin en fait. Et parce qu'on passe notre temps à aller la chercher ailleurs et pas à se la donner à nous-mêmes. Quand on est dans cet abandon, c'est vraiment ça, c'est vraiment on s'abandonne soi-même sans arrêt et on se trahit aussi nous-mêmes. Parce qu'en fait, derrière la blessure de trahison, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a toujours cette idée de vouloir se montrer comme la personne forte, la personne fiable, et ça va forcer quelque part la personne qui est dans cette blessure de trahison à se montrer au monde comme quelqu'un qui gère, quelqu'un qui est fort et compagnie, et elle va se cacher à elle-même et cacher aux autres une sorte de vulnérabilité, des aspects d'elle-même qui sont plus vulnérables, qui gèrent pas du tout les situations, qui ont peur d'être débordées, qui sont en insécurité, et du coup elle va passer son temps à se trahir elle-même en fait, en se mentant à elle-même. Et il n'y a rien de pire pour une blessure de trahison que d'être dans le mensonge. Et pourtant, il y a cette idée de mensonge intérieur sans arrêt, qui est là. Et vu qu'en plus qu'il y a cette idée de blessure d'abandon derrière tout ça, il y a aussi une envie inconsciente quelque part de se conformer aux désirs des autres sans arrêt, d'avoir envie d'avoir la reconnaissance des autres en faisant des choses qui ne sont pas forcément en accord avec la personne. Et du coup, quelqu'un en blessure de trahison, il va passer beaucoup de temps aussi à trahir ses envies, trahir ce besoin, parce que soit pour se conformer au regard des autres pour être aimé, soit parce que aussi dans son idée aussi de toujours prendre soin des autres, de toujours faire passer les besoins des autres avant les siens, et elle passe son temps à se trahir elle-même. Il y a aussi beaucoup d'exigences et beaucoup de dureté envers une personne en trahison, et de dureté notamment envers elle-même en fait. Et donc ça va être des personnes qui ont très peu confiance finalement, dans cette idée d'aller chercher à l'extérieur tout le temps une sorte de confiance, de fiabilité vis-à-vis des autres, en fait, c'est parce que simplement, c'est une confiance qu'on ne trouve pas en nous. Qu'est-ce que c'est que d'avoir confiance en quelqu'un? C'est pas le fait d'avoir confiance dans des réussites, en fait, dans le fait que j'ai confiance en le monde parce que je me dis que je vais réussir. Ça, c'est un peu plus justement quelqu'un qui est dans une blessure de trahison. Elle va être un peu dans cette dureté-là, de toute façon, à se mentir elle-même, de se dire que moi, je réussis dans la vie, je gère, je machin. Alors qu'en fait, du coup, la confiance qu'on peut avoir, c'est plutôt de se dire, tiens, comment je vais me comporter vis-à-vis de moi-même quand j'échoue justement, quand je suis vulnérable, quand ça ne va pas. Et en fait, on atteint une confiance en soi justement quand on arrive à accueillir toutes ces faiblesses, toutes ces vulnérabilités, tous les moments où ça ne va pas, tous ces échecs, avec beaucoup de douceur et beaucoup de tendresse. C'est là quelque part qu'on peut avoir confiance en quelqu'un. Et en fait, c'est pas du tout comme ça que c'est vécu avec quelqu'un qui vit la blessure de trahison en fait. Alors voilà, donc maintenant, comment on s'y prend concrètement finalement avec la CNV pour accueillir ces blessures? Ça va être vraiment toute cette histoire d'écoute empathique en fait, de prendre un temps, alors chaque soir, chaque soir, ou de faire le petit bilan en fait, ou après chaque soir, parce qu'au début c'est peut-être un petit peu formel en fait de s'entraîner à ça, et puis après ça devient de plus en plus naturel, mais en fait de vraiment se poser la question, tiens voilà, il y a eu cette situation, comment je me suis sentie? Et ce sentiment que j'ai eu, il était en lien avec un besoin, c'était quoi mon besoin du moment? Et vraiment de faire cet entraînement pour avoir une vision claire en fait à l'intérieur de soi, tiens c'est quoi mes besoins? Ça va être important de prendre en compte ces besoins-là et de les écouter en fait quand on est face à une blessure. Parce que du coup ces blessures, comme je disais, ça crée des peurs qui sont archaïques, la peur d'être seule et tout ça. Et du coup, rien que le fait d'être dans cette écoute intérieure, de faire cet exercice-là, en fait, il n'y a même plus besoin d'aller chercher des solutions au problème, vu qu'en fait le problème il est là. C'est que le problème de l'abandon, c'est de ne pas être à l'écoute de soi. Et à partir du moment où on crée des espaces comme ça d'écoute de soi, on baisse simplement cette angoisse-là de manière naturelle. Pareil pour l'histoire de la trahison, en fait, c'est à force d'écouter ses besoins, en fait, on va quelque part les respecter de plus en plus et on va arrêter de se trahir soi-même à force de faire cet exercice qui est issu de la CNV qu'on appelle l'écoute empathique en CNV, une écoute personnelle empathique. Alors après, une fois qu'on a été à l'écoute de nos besoins, on va avoir
des possibilités vis-à-vis de ses besoins. Donc on peut avoir la possibilité d'aller demander aux autres aussi de manière plus claire nos besoins, de leur dire voilà, moi je sais pas, je me sens seule en ce moment, j'aurais besoin d'écoute, est-ce que tu es d'accord pour le faire par exemple. Donc ça c'est ce qu'on appelle la demande en CNV. Et on va aller pouvoir de manière plus ciblée en fait dire aux gens voilà c'est quoi mon besoin, est-ce que tu es d'accord pour m'aider à ça parce que je suis en difficulté. Et du coup les personnes elles vont avoir naturellement justement à travers le fait de savoir exprimer ses besoins cette envie de contribuer pour nous normalement ou pas. Mais en tout cas, ça va susciter ce truc-là, parce qu'en fait, ce qui est dit justement dans ces modalités d'empathie, c'est que quand la personne, elle sait quel besoin on a et qu'on lui donne des clés un petit peu pour comment réussir à nous satisfaire ce besoin-là, la personne, elle se sent pas du tout en danger, elle sait exactement ce qu'elle a à faire, et au contraire, en fait, elle est très contente de venir participer à ça. Parce que quand on est flou dans ce qu'on a besoin et tout ça, les personnes elles se disent ouh là là, moi je sais pas trop dans quoi je vais m'embarquer, ça va me prendre trop de temps, voilà je sais pas trop. Alors que si on leur dit vraiment voilà moi j'ai besoin de ça et un truc très clair, très très précis, les personnes elles sont toujours prêtes finalement à vouloir contribuer pour notre bien-être. Par contre, le truc c'est que il y a aussi cette idée, quand on est dans un chemin spirituel, l'idée c'est pas d'essayer d'aller satisfaire tous nos besoins ou nos désirs. Parce que notre ego, quelque part, notre petit personnage, il a sans arrêt des besoins, sans arrêt des désirs, et est-ce qu'on va passer notre vie à essayer d'y répondre? Et ça, c'est pas ce qui est dit dans les spiritualités du tout. Donc en fait, d'être vraiment juste dans cette écoute empathique, sans essayer de trouver des solutions et tout ça, on peut arriver à une forme de lâcher-prise, en fait, et d'abandon, simplement, à ce qui est, au moment présent, c'est-à-dire de regarder, voilà, moi, voilà ce qui s'élève en moi, j'ai telle émotion, tel besoin, et point. Et j'accepte l'expérience qu'on me propose, en le vivant tranquillement. Mais par contre, c'est vrai que quand on réveille une blessure, et là on se retrouve un petit peu décontenancé, parce que là on est vraiment dans des peurs et compagnie, ça peut être intéressant aussi parfois d'aller demander de l'aide quand même à l'extérieur, de demander du soutien aux autres, de demander tout ça. Et là la CNV, ça va avoir tout son sens aussi. De pouvoir exprimer tout ça et puis de demander le soutien qu'on a besoin parfois, parce qu'on ne peut pas tout régler tout seul tout de suite, surtout quand des blessures sont réveillées, qui créent des angoisses pas possibles et tout ça, c'est bien d'aller demander du soutien aussi. J'espère que c'était clair, je l'ai fait un petit peu plus, un petit peu moins préparé, donc je ne sais pas si ça vous plaira, mais voilà, j'aspire un petit peu à ça parce que ça prend beaucoup de temps et de préparer vraiment des vidéos très construites, là je l'ai fait un petit peu plus comme ça. Voilà, et à bientôt. Donc la prochaine fois, j'essaierai de parler plus du rejet, de la trahison par rapport à cet accueil qu'on peut faire avec cette CNV dans le même but un petit peu. Ce sera peut-être un peu plus court du coup cette fois-ci parce que là j'ai expliqué vraiment tout l'ensemble. Voilà, bonne soirée à vous.